Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bientôt, les deux physiciens vont se forger une conviction qui va, je crois qu'on peut le dire, les combler d'aise et les rassurer. La pile allemande était dans ses balbutiements. Les physiciens allemands n'avaient même pas réussi à produire une réaction en chaîne. En un mot, ils en étaient là où les Américains et les Français étaient en 1940. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ils venaient de comprendre pourquoi les Allemands avaient mis tant de hâte à emporter ce stock à Berlin. En vérité, l'oxyde de thorium servait aux Allemands à faire, tenez-vous bien, des produits de beauté et du dentifrice. Et oui, une célèbre réclame en ces temps-là recouvrait les murs de l'Europe allemande. Utilisez du dentifrice avec du thorium, ayez des dents brillantes, étincelantes, une brillance radioactive. C'était définitif, l'Allemagne n'aurait jamais la bombe. Restait à savoir quoi faire de Joliot. Prise de guerre ou allié. De son côté, le général Groves était convaincu que Joliot avait servi les Allemands. Selon le chef du projet Manhattan, il y aurait eu deux Joliot en fait. Un Joliot collaborateur et un Joliot résistant. Pendant de longs mois, les anglo-saxons ont envisagé le rapt du savant français, comme ils s'apprêtaient à le faire pour la fine fleur des physiciens allemands. Mais ça aurait été extrêmement maladroit de traiter les savants français comme les savants allemands. En tout cas, c'est au cours d'un dîner, au mois d'août, que Joliot va entendre la confirmation suivante. Nous sommes prêts à lancer une bombe atomique. Peu de temps après, au premier jour de septembre, le savant français est invité à Londres, invitation qui ressemble un peu à un enlèvement, il faut être honnête. « We picked him up », dit Calvert, attaché militaire américain. Côté connaissance, Chadwick était une vieille connaissance de Joliot, prix Nobel de physique en 1935 pour la découverte du neutron. Il était à la tête de la mission britannique Théa aux États-Unis et le seul à avoir établi des relations d'absolue confiance avec le général Groves. Il était l'unique physicien anglais à connaître vraiment l'état d'avancement du projet Manhattan. Or, Joliot a été soumis à une pression directe de Chadwick qui lui déclare qu'à son avis, dans l'intérêt de la France, il ne devait pas... On va la refaire. Or, Joliot a été soumis à une pression directe de Chadwick qui lui déclare qu'à son avis, dans l'intérêt de la France, il ne devait pas tenter de soulever maintenant la question des accords entre gouvernements sur le projet d'énergie nucléaire, encore une fois. Il va considérer que ça a été une bévue monumentale d'avoir fait venir Joliot à Londres. On n'avait pas à négocier avec lui, on n'avait rien à lui dire, rien à lui demander, rien à attendre de lui. La question qui se pose quand même, savait-il ou ne savait-il pas que la bombe atomique mettrait moins d'un an à naître ? Joliot ne pouvait ignorer qu'elle était en train de se préparer. Les physiciens français en exil le savaient, et De Gaulle aussi. Pendant l'été 1944, la perplexité américaine à l'égard des Français exilés ou des Français de l'intérieur ne va cesser de croître. Les Américains avaient le sentiment que les Britanniques ne se tenaient pas strictement aux engagements de Québec Agreement, qu'ils parlaient trop en fait avec les Français. Dans l'esprit des Américains, il fallait isoler Joliot et toute l'équipe des physiciens de Montréal. À leurs yeux, Joliot avait été tour à tour collabo, résistant, patriote, communiste. Chaque fois, le grand savant avait en fait été un danger pour eux. Il avait passé autrefois des accords avec les Belges pour assurer l'approvisionnement de la France en uranium du Congo. Il était l'homme de tous les réseaux. Quel que fût son joie politique, il représentait une menace pour leurs intérêts. Et donc, les Américains vont le mettre tout simplement au banc de la société scientifique. Le 13 octobre 1944, ils décident d'interdire l'accès du territoire américain aux savants français. Pour les Britanniques, la situation se présentait d'une manière beaucoup plus délicate en fait. Ils ont toujours eu un coup d'avance sur l'échiquier diplomatique. Ils pressentaient dès l'été 1944 qu'il fallait que la France ne tombe pas dans l'orbite diplomatique de la Russie. N'oubliez pas qu'il y a ça aussi. Il fallait donner des gages de bonne volonté à la France. Il fallait composer avec De Gaulle qui risquait de demander d'avoir lui aussi un droit de regard sur Théa. Leur but a été triple. Calmer Joliot, rassurer les alliés américains, ne livrer que du vent. Et donc on peut admirer
ce que peut être un jeu diplomatique quand il est conçu et réalisé par des virtuoses de la manipulation, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Imaginez tout d'abord un ancien Lord président du War Cabinet, chancelier de l'échiquier du gouvernement de Churchill, décidant de s'engager personnellement dans la manipulation d'un savant atomiste. Sir John Anderson a décidé de neutraliser Joliot par la persuasion. Il était sûr que si le savant français restait l'arme au pied, le gouvernement provisoire de la France s'en remettrait entièrement à son jugement et donc ne bougerait pas plus. Les objectifs étaient donc les suivants: le faire patienter en lui promettant un accord loyal sur ses brevets une fois la paix revenue, ne rien lui dire de précis sur le projet TA et endormir De Gaulle en endormant Joliot. Quant à la manipulation, il semble à Anderson que le plus sûr était de le faire par personne interposée. Les Britanniques ont donc fait venir à Londres en novembre 1944 le vieil ami du maître, Hans Alban. Ils vont décider de l'envoyer à Paris, négocier avec Joliot un arrangement en lui ayant fait répéter exactement ce qu'il devait dire à Joliot. Anderson suppose que le compagnon de recherche ne dirait que des demi-vérités, qu'il ne traiterait que des sujets sans importance et éviterait toute allusion directe au projet TA. Il décida donc de faire passer un message tronqué à Joliot. Voici ce que Alban devait laisser croire à Joliot. D'abord que TA n'était pas une question d'importance vitale pour la France et pour la guerre contre l'Allemagne ou même le Japon. Ensuite, Alban ne devait parler à Joliot que de ce qu'ils avaient découvert ensemble entre 39 et 40, puis parler encore et toujours des seuls neutrons lents, donc de la fabrication d'énergie, mais pas de l'explosion atomique. En outre, la consigne était d'exagérer autant que possible les grandes difficultés techniques de l'aventure atomique, que l'Amérique elle-même avait du mal à s'en sortir. Il fallait qu'il ajoute que le coût, la taille, la lenteur, la difficulté de l'entreprise étaient si grands, si énormes, si considérables, que le gouvernement français n'oserait même pas demander une coopération sur la bombe atomique avec les anglo-saxons, ou même songer à une quelconque contrepartie. Il fallait laisser croire que les brevets ne représentaient rien, absolument rien, et que la France ne serait jamais de taille à livrer un combat industriel qui la dépassait complètement. Alban va donc rencontrer Joliot le 26 novembre 1944 et le résultat espéré par le gouvernement britannique a été pleinement atteint. Joliot n'a eu aucun moyen d'avertir De Gaulle de l'explosion imminente de la bombe atomique et il n'a pas non plus pu faire valoir à temps les prérogatives du gouvernement français. Les Britanniques voulaient une France amie, alliés, ils préféraient garder la France dans leur camp en promettant beaucoup et surtout sans rien donner. L'opération d'endormissement de Joliot, menée par Sir John Anderson, a si bien marché qu'il n'avait toujours pas pris conscience de l'importance à venir de TA. Les Américains ne lâchaient pas d'une semelle le savant français et il avait toujours, sans qu'il ne le sût jamais, un officier des services spéciaux accroché à ses basques. Le rapport Chadwick de mai 1945 disait « Joliot ne semble pas être au courant de la vraie nature de l'application pour la guerre et pas prêt de découvrir de quoi il retourne. » C'était 3 mois avant Hiroshima. La France s'était laissée berner.